Donc maintenant, la parole est à vous. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter avant de poser vos questions et d'essayer de poser des questions courtes pour que tous ceux qui souhaitent s'exprimer puissent le faire. Alors vous levez la main et puis les micros vont circuler, madame. Bonjour, Monia Saïdi, donc consultante en sensibilisation à l'environnement. Je voulais juste savoir, notamment pour l'AFD, il y a une expertise donc des pays développés qui ont du recul par rapport à la protection de l'environnement. Et quand ces experts-là vont dans les pays émergents ou dans les pays en voie de développement, est-ce que vous arrivez à avoir une composante des contrats qui sont passés ou des réponses à des appels d'offres, des sensibilisations à l'environnement, justement ? Est-ce que vous voulez répondre directement, Christophe Ducastel ? Oui, je peux éventuellement répondre très rapidement. Je crois que ce qu'il faut voir dans les thématiques environnementales, de façon générale, au-delà de la stricte biodiversité, mais la biodiversité joue un rôle essentiel là-dedans, elle peut se comprendre à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est, on va dire, une intervention au niveau des écosystèmes et des espèces elles-mêmes. Et donc des interventions que j'évoquais en préalable qui sont focalisées sur la protection et la conservation des écosystèmes considérés comme fragiles, en péril, menacés, etc., etc. Donc toute cette thématique-là, effectivement, fait l'objet d'un dialogue avec les administrations nationales pour essayer de mettre en place les dispositifs institutionnels qui permettent de gérer ces affaires en association avec un certain nombre d'ONG qui sont généralement présentes sur place. Il y a un autre volet qui est tout à fait essentiel, c'est que au sein d'une institution comme l'AFD, les préoccupations ne sont pas uniquement des préoccupations environnementales, et il y a tout un ensemble d'investissements qui sont réalisés sur des champs extrêmement variés, des infrastructures en particulier. Et donc, la thématique de l'environnement et de la biodiversité en particulier, elle doit se comprendre non seulement au niveau de la protection des écosystèmes elles-mêmes, mais aussi comme des mesures d'accompagnement des programmes d'investissement qui sont réalisés par l'AFD. Et donc, au-delà des institutions en charge de l'environnement et de la biodiversité dans les pays dans lesquels nous intervenons, il y a un travail important à mettre en place de dialogue et de formation et d'échange avec ces institutions en charge du développement économique de façon générale, mais plus particulièrement de ce qui concerne les infrastructures. Et puis pour revenir à ce qu'évoquait Alain, le secteur agricole qui, bien évidemment, joue un rôle essentiel dans l'occupation de l'espace et dans la gestion de la biodiversité de façon générale. Une autre question, monsieur ? Alors à Bernard, sociologue, j'ai été frappé en fait par l'intervention de Monsieur Emmanuel Groutel et donc par le pessimisme qu'il a évoqué à l'égard en fait de ces mécanismes et de ces dispositifs de financement qui ont été dont on a parlé, dont les uns et les autres ont parlé. Et je me demandais, alors je ne suis pas du tout économiste, si ce pessimisme, est-ce qu'il est lié au fait que ces mécanismes ont été pensés, on va dire, dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales, qu'ils répondent peut-être à nos préoccupations et à nos besoins et à nos aspirations en matière effectivement d'environnement et de sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité,
mais que par contre, ils n'ont pas été réfléchis ou élaborés en fonction effectivement de la masse des problèmes et des enjeux propres. En l'occurrence, là, il s'agit de l'Afrique, peut-être plus que de l'Asie. Et donc, voilà, je m'interroge finalement, quel outil? Est-ce qu'il s'agit d'outils qu'il faudrait peut-être inventer, repenser pour répondre à des besoins qui effectivement sont peut-être pas les besoins spécifiques à ceux de nos attentes et de nos aspirations dans les sociétés occidentales. Voilà. Emmanuel Groutel, oui, finalement, comment imposer aux autres ce qu'on a eu du mal à faire nous-mêmes? C'est tout le problème des rapports au cycle de développement et de couverture forestière dans le monde. On ne va pas faire l'histoire de la déforestation de la France du Moyen-Âge, mais bon, on sait bien le couvert forestier qu'on a eu, ensuite révolution industrielle, etc., volonté des plantations, et finalement ce schéma développement et déforestation, il a été très très étudié, que ce soit pour je sais pas, la Pennsylvanie, le Brésil du Sud, l'Europe, et malheureusement on est en train d'assister à des schémas assez connus de déforestation et de développement. Alors maintenant, pour me défaire de cette vision, je suis un pessimiste qui se soigne, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on peut faire de bien. Moi, ce qui me désolait, c'est que les actions positives, voire très positives, louables, avaient été finalement un peu détruites par le marché. Donc, valorisons ce qui marche, mettons en valeur ce qui fonctionne. Et ça, ça n'a pas été fait. Donc voilà une action à laquelle je convie l'AFD. Alain Carsanti. Oui, je crois que je ne suis pas certain que ça soit tellement... parce que, bon, bien sûr, de toute façon, la dichotomie, le fait d'avoir des acteurs, des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs. On n'a pas forcément les mêmes objectifs qu'un paysan asiatique ou africain qui a des besoins effectivement vitaux, immédiats, de survie, etc. Bon, mais il faut bien que quelqu'un porte cette question, qui est une question de long terme, mais que ce soit, il ne s'agit pas seulement du paysan malgache, que ce soit la personne dans la rue ici, disons, va acheter une voiture de plus en plus grosse parce que c'est de moins en moins cher, etc., etc. Donc finalement, bon, il faut bien quelqu'un pour cette thématique. Mais je dirais que dans votre question, il y avait quelque chose d'intéressant qui faisait écho à son pessimisme, parce que bon, moi, ma spécialité, ce sont les instruments économiques. Finalement, on s'aperçoit quand on travaille sur ce sujet qu'il y a une vie sociale des instruments. C'est-à-dire qu'on conçoit les instruments dans une forme de rationalité avec un certain nombre d'hypothèses sur les usages que vont en faire les acteurs. Au fond, on s'aperçoit qu'en réalité, l'instrument n'est jamais ce que conçoit l'économiste, parce qu'en général, c'est des économistes qui conçoivent ce genre de choses. Il est investi d'autres objectifs sociaux, politiques. Les acteurs s'en emparent, y compris des fois par exemple pour le saboter. Pour revenir sur ce mécanisme RAID, je parlais hier à Marseille justement de l'ensemble des sauvegardes environnementales et sociales qui sont maintenant dans le système, qui font que déjà le mécanisme était une usine à gaz, mais je pense qu'il sera pratiquement totalement inapplicable aujourd'hui si on veut respecter l'ensemble des safeguards, comme on dit, etc. Et ça a été fait d'ailleurs à dessein par certaines ONG qui voulaient effectivement mettre des grains de sable dans la machine. Donc il y a une vie sociale des instruments en réalité, en fait là, on est un peu ici tous représentants presque un peu d'un instrument. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que une politique, ce sont des combinaisons d'instruments et d'autres choses, pas seulement des instruments, d'ailleurs d'autres choses. Mais en tout cas, je crois que c'est très important de
bien comprendre que de toute façon, un instrument pris tout seul va toujours générer des effets pervers et va toujours probablement échouer parce qu'on est devant des systèmes, et si on veut avoir des systèmes, il faut créer également en face des effets de système, c'est-à-dire des combinaisons d'instruments, de politiques qui vont permettre d'éviter les erreurs et tous les problèmes, parce que si on prend chaque instrument, on va s'apercevoir qu'il y a des tas d'exemples où ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Probablement parce que ça n'adresse qu'une partie du problème et ça ne peut pas marcher comme ça. Aurélien Guingamp. Oui, c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Alain, on est face à des outils, des mécanismes qu'on appelle innovants, qui ne le sont pas tous d'ailleurs, mais c'est un autre sujet, qui ont des principes, qui sont en fait des principes. Ensuite, par définition, il y a la nécessité d'adapter finalement la manière de construire et de mettre en œuvre chaque outil en fonction des réalités locales du terrain. Alors, l'exemple que je connais le mieux, c'est évidemment la compensation écologique, mais pour les PSE, ça marche aussi. Dans les pays développés, l'enjeu de la compensation écologique, l'intérêt de la compensation écologique, c'est d'être basé sur un principe d'équivalence écologique. Donc le fait que, comme je disais tout à l'heure, les impacts, donc les actions de restauration donnent des résultats qui sont écologiquement équivalents donc aux impacts des projets à la base. Donc ça marche. Plutôt bien en fonction des métriques qu'on utilise évidemment donc dans les pays développés. Évidemment, quand on parle de pays en développement, et on commence de plus en plus, nous, donc à CDCBRC, à travailler dans ce domaine-là, sur ce périmètre-là, donc évidemment, la notion d'équivalence écologique en tant que principe, elle se heurte à la réalité locale, qui est que finalement, il y a des arbitrages à faire entre conservation et puis développement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur un principe d'équivalence écologique pure. Il faut prendre en compte, par définition, à minima les services écosystémiques et finalement, il faut adapter la mise en œuvre, la construction des projets, donc ainsi que la mise en œuvre aux réalités socio-économiques du terrain. Et donc concrètement, ce qu'on observe sur la compensation, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment le principe, et ensuite, en fonction de l'acceptabilité sociale des différentes options qui sont posées sur la table en termes de qui va mettre en œuvre la compensation, quelles sont les métriques les plus pertinentes, quels sont les acteurs et le système de gouvernance et le système réglementaire qui va être le plus à même de finalement amener un résultat acceptable écologiquement et donc économiquement. Tous ces éléments-là, finalement, vont dessiner, vont forger un outil qui sera bien différent de l'outil de départ qui est souvent conçu par des économistes, dans certains cas en tout cas. Une autre question ou remarque? Bonsoir, Anne Chotaille du WWF France. J'avais deux questions. L'une concerne le potentiel de développement des banques de compensation. On voit que ça suscite quand même des controverses. Je crois que c'est assez développé dans certains pays anglo-saxons. Est-ce que c'est un système qui a amené à se développer ou est-ce que ça fait partie des fameux mythes et ça va faire plouf dans quelques années? Et ma deuxième question, c'est aussi un commentaire, concerne la mobilisation du secteur privé. Donc on constate que c'est important, mais dans le secteur privé, il y a les gros, il y a les petits, il y a le nord, il y a le sud. Quelle est votre vision sur les enjeux en termes de mobilisation du secteur privé local? Ce qui nous concerne le WWF, on est en train de mettre en œuvre un projet pour le développement d'un système de paiement pour services environnementaux en Ouganda, où justement on veut mobiliser le secteur privé, mais notamment des entreprises locales, la compagnie d'eau, pour la citer. Comment vous voyez le travail d'approche à faire en termes de mobilisation du secteur privé local, qui n'a peut-être pas forcément les mêmes capacités financières de s'investir dans ces dispositifs? Qui veut répondre? Oui. Bon, sur le potentiel de donc banque de compensation, c'est quand même assez particulier. On est dans un système de compensation par l'offre qui, comme j'expliquais tout à l'heure, consiste à restaurer de manière ex-ante avant que les impacts aient eu lieu. Le marché de la compensation, si on peut appeler ça un marché, finalement, c'est
essentiellement, à ce stade, dans beaucoup de pays, plutôt de la compensation par la demande. C'est-à-dire qu'il y a une action de restauration qui est conduite donc suite à un impact qui a déjà été fait. Donc, banque de compensation, disons pour résumer, que c'est qu'une petite partie de ce qu'on peut appeler la compensation de manière générale. Sur le potentiel, on est finalement face à une situation où un nombre grandissant de pays sont en train de mettre en place des cadres incitatifs. Alors, à ce stade, dans un certain nombre de pays, notamment en développement, on est plus sur des initiatives donc volontaires qui portent notamment sur les grands projets d'infrastructure ou, dans la plupart des cas, des grands projets miniers. Mais il y a un certain nombre de projets qui visent aussi à instaurer un cadre qui est lui donc réglementaire. Alors, j'ai plus forcément les chiffres en tête, mais en termes de pays développés, donc aujourd'hui il y a les États-Unis qui ont un système qui existe depuis 30-40 ans. Il y a l'Australie aussi sur des habitats, des espèces assez spécifiques. En Europe, donc la France s'est lancée sur le sujet depuis peu. L'Angleterre, l'Espagne sont en train de construire un cadre aussi réglementaire en la matière. L'Allemagne, le système existe depuis un certain nombre d'années. En Amérique du Sud, je crois qu'il y a, il y a notamment le Brésil, qui a notamment un système de compensation assez robuste et développé. La Bolivie, le Chili, qui sont en train de mettre en place un mécanisme. En Asie, il y a le Vietnam. Tout ça pour dire que finalement, on est face à un mécanisme qui est en train de se développer de manière assez conséquente. Pour la raison simple que finalement, on est face à un outil qui vise certes à éviter la destruction de par le cercle vertueux que ça entraîne, comme j'expliquais tout à l'heure, mais on est face à un outil qui ne remet pas en cause complètement le modèle économique existant. Donc, par définition, c'est quand même plus facile de détruire que finalement donc essayer d'éviter et puis de réduire ses impacts. Donc disons que c'est une solution de moindre mal qui se développe fortement aujourd'hui, qui doit être adaptée, comme je disais juste avant, en fonction des réalités locales et qui, à mon sens, a un réel potentiel à court moyen terme pour amorcer une transition écologique qui aurait pour fondement la remise en cause plus poussée des modèles économiques existants. Donc on est sur une transition avant la transition. Oui, pour compléter, oui, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur cette affaire de banque, de biobanque, etc. Il y a eu le reportage d'Arte qui était assez un peu biaisé sur cette question récemment, que vous avez sans doute vu, je ne me souviens plus Sandrine Fessal qui avait effectivement fait ce reportage. Et en réalité, le problème, c'est ce que vient d'énoncer, c'est qu'un instrument, ça reste un instrument. Disons que, il y a une très bonne thèse d'Anne-Charlotte Vessière qui a soutenu récemment, qui a étudié notamment les banques de compensation aux États-Unis et en Floride. Et elle montre de manière assez convaincante que finalement, la mutualisation des offres est peut-être plus efficace. Enfin, le marché fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire en gros, plutôt que de faire du gré à gré, etc., c'est souvent plus efficace de passer par le marché. Tout le problème, c'est que nous sommes dans un modèle économique dans lequel, au fond, le développement n'est pas discutable, la destruction pratiquement n'est jamais évitée. Disons, c'est un très joli slogan de dire on évite, etc., mais en fait, dans les faits, on s'aperçoit que les arbitrages économiques sont toujours dans le même sens. Or, il y a une sorte de fantasme de se focaliser parce qu'on parle de banque et on croit qu'il y a une marchandisation. Alors, il y a des éléments de marché, c'est un instrument hybride d'une certaine manière entre le marché et autre chose, mais en même temps, aux États-Unis, il est extrêmement réglementé, extrêmement régulé. C'est vraiment, et puis c'est pas un marché général, c'est-à-dire qu'on ne peut faire de la compensation que dans des lieux très précis. On ne peut compenser une zone humide qu'avec des crédits zone humide, etc. On n'est pas du tout dans l'équivalence générale monnaie, etc. Donc c'est vraiment plus compliqué, mais je crois que l'angle n'est pas le bon. Je pense que pas le problème c'est pas le problème de la banque, c'est le problème effectivement dans quelle société on est, quels sont les arbitrages qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir décider de détruire telle zone humide, telle forêt, etc., etc. Bon. Alors pour les PSE, c'est une bonne illustration, disons, de ce qu'on a dit au début sur qui doit financer la conservation.
La plupart, il y a encore beaucoup cette idée. Alors, les PSE, c'est pas du tout une histoire d'achat et de vente de services écosystémiques. Ça, il faut sortir de cette idée. C'est un instrument incitatif dans lequel, effectivement, on va payer des acteurs pour qu'ils modifient leur comportement, pour qu'ils s'abstiennent d'exercer certains droits qui sont reconnus légitimement. Par exemple, des droits de défricher, de couper la forêt, éventuellement, des choses comme ça. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est PSE. Paiement pour service environnemental. Voilà, enfin, tout le monde, la moitié de la salle le sait, l'autre moitié viendra me voir après. Et maintenant, tout le monde le sait. Bon. Et alors, il y a deux conceptions, et il y a cette conception très répandue qui est d'abord celle du bénéficiaire-payeur. C'est encore ce qu'on voit beaucoup dans la littérature. Alors ça, c'est l'exemple de Vittel qui, justement, a payé, faute de pouvoir racheter les terres des agriculteurs qui étaient autour dans son bassin versant pour, disons, qui alimentait la source, a payé les agriculteurs pendant des années pour qu'ils modifient leurs itinéraires techniques, leurs pratiques agricoles, pour qu'ils suppriment les pesticides, pour effectivement faire baisser le taux de pesticides et revenir à des choses acceptables. Donc là, le bénéficiaire était le payeur. Mais dans la plupart des cas, ce ne sont pas les entreprises. Ça existe, ces cas existent. Il y a des PSE qui se font avec des bénéficiaires payeurs. Pour l'eau, ça existe pour l'eau en général. L'eau et l'électricité, qui va avec l'eau parce que c'est en général, c'est des entreprises hydroélectriques qui veulent éviter d'avoir, disons, une érosion, un envasement effectivement de leur système, de leur turbine, et qui en général payent les usagers des hauts des bassins versants pour qu'ils ne défrichent pas, pour limiter l'érosion, etc. Donc on a ces modèles qui fonctionnent. Mais quand même, dans la plupart des cas, et notamment pour la biodiversité, voire pour le carbone, etc., c'est aujourd'hui quand même la plupart des PSE, et même dans le cas de l'eau, eh bien, ce sont, disons, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est financé. Le Costa Rica finance ses paiements pour services environnementaux, son programme national, qui est très connu, par une taxe sur les carburants, depuis les années 90, et puis depuis 2006 par une taxe sur l'eau. Le Mexique finance également ses systèmes nationaux de PS par une taxe sur l'eau. Est-ce que nous sommes en train de discuter en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire veut avoir un système national de PSE dans le cadre de sa stratégie RED+. Je suis en train de travailler sur toute une série de supports sur lesquels on pourrait effectivement financer, ou au moins cofinancer, parce qu'on peut penser que les bailleurs de fonds internationaux cofinanceront peut-être ces systèmes. Mais même pour l'eau, on s'aperçoit que c'est difficile de faire payer les gens, parce qu'il y a toujours un problème, ce qu'on appelle du free rider, enfin disons du passager clandestin. Même des fois les communes, plutôt que de dire les gens, il vaut mieux mettre une taxe que tout le monde paye, etc. Parce que c'est pour éviter que certains se soustraient, disons, à l'obligation de payer, à l'obligation volontaire de payer, alors qu'ils peuvent bénéficier du service gratuitement. Donc en réalité, très très souvent, on revient à ces systèmes de financement contraint, de ce financement public, financement par les usagers in fine, et pas forcément par le bénéficiaire. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, justement, la coopération allemande, la GIZ, a estimé la valeur économique des services écosystémiques du parc national de Taï, est allé démarcher les entreprises auto pour leur dire voilà ce que ça vaut. Alors, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne sert à rien, si vous voulez faire des PSE, ça ne sert à rien d'estimer la valeur écosystémique totale. Déjà, sur les méthodes, on pourrait discuter, mais de toute façon, c'est pas tellement ça. Éventuellement, ce qui intéresse une entreprise, c'est de savoir est-ce que c'est plus intéressant de prévenir, en payant les gens pour qu'ils arrêtent de défricher, une prévention, pour éviter d'avoir l'envasement éventuellement, ou comme Vittel pour éviter, et savoir combien ça va lui coûter par rapport à ce que ça va lui rapporter. Donc c'est du coût-bénéfice, mais très très étroit, etc. Quant aux citoyens, pour les PSE, c'est plus du coût d'opportunité. Donc on est devant, disons, un instrument qui en fait se pense de manière différente, et généralement, très souvent, ce ne sont pas les bénéficiaires qui sont les payeurs. En général, c'est l'ensemble des consommateurs, c'est l'ensemble des usagers qui sont mis à contribution. Et c'est comme ça qu'on finance un bien public. Une autre question. Oui, allons-y au fond, là. Oui, bonsoir. Jean-Claude Marcus, Association française pour l'étude du sol et Club parlementaire pour la protection et l'étude des sols. Vous avez abordé une nature qui est très localisée, très spécifiée, très visible, voire carrément spectaculaire. L'essentiel de la biodiversité sur laquelle il nous reste une capacité d'action se trouve dans les sols, qui devient d'ailleurs le facteur climatique majeur, puisque c'est la perte de puits à carbone des sols qui devient le facteur clé du point de vue climatique. Par conséquent, je suis quand même un peu étonné que vous évitiez
à défaut de pouvoir réduire et compenser, les biens communs que sont l'air, les eaux, bien évidemment la biodiversité prise dans son ensemble et le climat. Et puis on a quand même un deuxième exemple que ce que vous avez donné à travers les réserves de biosphère de l'UNESCO. Nous en avons en France, il y en a 600 dans le monde. Il y en a certaines qui ont des activités extrêmement intéressantes, notamment au Québec, où on parvient à la fois à concilier la pression des populations et le maintien d'une nature au sens général. Et par conséquent, ma question porterait sur deux questions. La première, est-il imaginable de faire dans certains cas mieux que conserver, parce que parfois c'est ce qu'il faudrait faire. Et la deuxième chose, est-il imaginable de le faire sans financer, ce qui me paraît parfois possible aussi. Qui veut répondre, Christophe Ducastel? Non, peut-être juste un mot pour réagir sur votre remarque sur les sols, et merci de la faire. Peut-être simplement pour rappeler que, comme la plupart d'entre vous le savent bien, donc, l'environnement, c'est 3 grandes conventions internationales, hein, donc le climat, la biodiversité et les sols. Et s'il y a bien 3 grandes conventions, il y a tout de même 2 sujets qui restent majeurs parce que mobilisant pour une bonne part l'opinion publique et les médias. C'est d'abord le climat et ensuite la biodiversité. Et c'est vrai que dans ce triptyque, la convention sur la dégradation des sols et la désertification apparaît comme un parent pauvre, d'autant plus pauvre que les mécanismes financiers qui lui sont dédiés sont extrêmement restreints par rapport aux autres conventions. Donc il y a effectivement un sujet tout à fait important sur lequel on peut faire des liens non négligeables avec la question de la biodiversité, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une question qui est liée au sol et qui se pose de façon récurrente. Et j'en profite peut-être pour rebondir à ce que vous évoquez, puis je laisserai la parole à mes collègues. C'est que cette question des sols, elle peut aussi être perçue dans un cadre plus global qui pourrait être celui du paysage, du bassin versant, enfin d'un espace qui aurait la capacité à traiter effectivement des différentes thématiques environnementales, que ce soit des questions de climat, des questions de biodiversité, mais aussi de questions des sols, et de s'interroger effectivement sur notre capacité à mobiliser des financements sur ces espaces qui présentent une cohérence sociale qui est indispensable effectivement à faire fonctionner un certain nombre de mécanismes, mais qui aussi peuvent être cohérents en termes non seulement de climat, mais aussi de biodiversité. Alain Carsanti ? Oui, les instruments, on en fait ce qu'on veut, enfin plus ou moins ce qu'on veut. Disons que par exemple, dans les paiements pour services environnementaux, comme instrument de la transition agroécologique. Pour donner l'exemple, parce que j'en reviens pratiquement la semaine dernière, en Côte d'Ivoire, on veut effectivement introduire des PSE pour que les gens réintroduisent des arbres dans les systèmes monoculturaux des cacao qui ont détruit la forêt. Donc il ne s'agit pas de conserver, il s'agit de restaurer des fonctions d'écosystèmes et notamment ces fonctions des sols pour augmenter la résilience des écosystèmes. Donc nous avons également des PSE comme instrument d'adaptation, pour pouvoir diversifier, diminuer les quantités de pesticides, donc la destruction effectivement des micro-organismes et autres. Donc, Aurélien pourra le dire, mais je peux le dire bien évidemment, la compensation écologique, c'est également en général centré beaucoup sur la restauration des écosystèmes et de leurs services écosystémiques et de leurs fonctions. Alors, vous avez posé une deuxième question qui est fondamentale, c'est qu'effectivement nous sommes dans des instruments économiques fondés sur l'incitation très souvent, et votre question c'est en gros est-ce qu'on peut effectivement avoir d'autres logiques ? Et vous avez tout à fait raison, c'est une question qui nous en recherche, nous préoccupe, pas seulement en recherche action, développement, nous préoccupe fondamentalement, fortement, c'est-à-dire est-ce que payer les gens pour conserver la nature, pour restaurer la nature, est-ce que cela ne veut pas dire qu'à la fin, plus personne ne va conserver de manière désintéressée la nature ou ne va effectivement avoir des actions désintéressées. Alors ceci se pose de manière peut-être un petit peu philosophique, mais pas du tout. On s'aperçoit qu'on peut très vite avoir des phénomènes de chantage écologique. Si vous ne me payez pas, je détruis la zone humide qui est au milieu effectivement de mes forêts. On se pose beaucoup la question, on sort d'un projet de recherche très intéressant parce qu'on s'aperçoit que très souvent on paye pour des actions qui sont déjà prohibées par les lois. Et là, ça pose quand même un problème. Comment est-ce qu'on peut concilier de l'incitation,
donc de l'intérêt, avec une obligation générale et impersonnelle qui est de dire non, c'est interdit, tout simplement. Et là, on est devant des problèmes tout à fait importants, parce qu'en plus, évidemment, les acteurs ne s'en servent pas de la même manière. Je dirais que on s'aperçoit très vite qu'il y a une dimension sociale qui apparaît. C'est pas la même chose de payer un grand agro-businessman brésilien alors qu'il y a une loi qui s'applique, mais qui lui demande qu'on le paye pour respecter la loi, ou un paysan malgache qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les moyens pratiquement d'appliquer la loi, parce que lui, pour s'étendre, pour cultiver un peu plus, pour nourrir sa famille, il est obligé de mordre dans l'air protégé pour faire effectivement des cultures d'abati brûlis. Donc on est obligé de penser également cette dimension sociale. Mais en tout cas, c'est clair, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'instrument sans effet pervers. Les instruments incitatifs sont quand même importants et intéressants, parce que, qu'on le veuille ou non, oui, les gens sont dans des logiques, sont parfois quand les gens sont dans des logiques de maximisation, les instruments économiques, ça marche. Quand ils ne sont pas dans ces logiques, ça ne marche pas, ça c'est clair. Donc il n'y a pas d'universalité, de ce point de vue. Mais on a vraiment des soucis quant aux effets pervers de ce type d'instrument, que ce soit pour les PSE, pour RED+, si RED+, un jour est mis en œuvre, si on paye vraiment les pays pour un certain nombre de choses. Et c'est pour ça qu'on essaie de penser ça. C'est pour ça que je parlais de la pensée élargie, c'est-à-dire chaque instrument, il faut combiner les instruments pour tenter aussi d'atténuer différents effets pervers, et puis il faut combiner pas seulement des instruments économiques, il faut penser instruments réglementaires, instruments législatifs, et puis civisme, gouvernance. Donc on fait de la politique, finalement, d'une certaine manière, quand on travaille sur les instruments. Laurent Gilbert. Oui, je voulais réagir parce que effectivement, il y a plusieurs questions qui abordaient toutes les questions de protection environnementale. Et là, comme l'a dit Alain Carsanti, je pense que c'est très important, c'est de toujours bien travailler sur ces aspects environnementaux, sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des instruments qui existent. Ces instruments ne répondent certainement pas à tous les besoins et on le vérifie nous tous les jours sur des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes, sur des filières extrêmement complexes. C'est-à-dire que c'est aussi ce genre de choses qu'il faut travailler. Et il y a des moyens de monter des projets. Ça part aussi par du partage, par du sens qui est donné, par une volonté et du sens et beaucoup de communication et d'échange. Parce que c'est pas forcément quelque chose tous les éléments d'impact sont pas forcément connus aussi bien que les personnes qui sont dans la salle ici les connaissent certainement. Donc il y a tout ce travail-là à faire, tout ce travail de terrain à faire, puisque c'est aussi, là encore, c'est quelque chose qui doit se travailler localement à partir des besoins, des enjeux locaux. Et ce sont généralement des projets qui sont toujours multicritères et multifacettes, qui vont adresser les questions environnementales et sociales, qui vont adresser les questions de biodiversité en même temps qu'ils adressent les questions du sol, qu'ils adressent les questions du carbone. Donc il n'y a pas de projet qui soit simplement je vais adresser la question de la biodiversité avec un instrument bien précis. C'est pas la réalité que nous on vit. La réalité que l'on vit, c'est la complexité, c'est le besoin de dialogue, c'est le besoin de s'ancrer dans les territoires et de comprendre les besoins et de monter des projets globaux avec l'ensemble des partenaires, donc d'un écosystème particulier qui est l'écosystème qui travaille autour de ces territoires pour avoir des vrais projets qui soient multicritères, multicomposantes. Merci. Aurélien Guingamp. Bon, pour répondre à votre question, sur la compensation, c'est assez simple finalement, parce que on part sur un principe d'équivalence écologique. Ce terme d'équivalence écologique, moi, il me pose problème, tout simplement parce que on n'est pas sur un principe d'équivalence écologique dans l'absolu. On est sur un principe d'équivalence écologique qui est socialement accepté à un temps donné. Donc en gros, quand on parle d'équivalence, tout dépend des métriques qu'on prend en compte. Alors à ce stade, principalement, on est sur des métriques qui portent sur la biodiversité qui est remarquable. Donc les espèces protégées, les habitats remarquables, pour certaines fonctionnalités écologiques, notamment en matière de cours d'eau en France. Par définition, si on part sur des métriques qui ne couvrent qu'une partie de ce qu'on appelle la biodiversité, on est face à ce qu'on appelle une perte sèche, concrètement. Donc l'enjeu, pour autant, c'est essayer de commencer quelque
quelque part. Commençons par finalement la biodiversité remarquable, qui est un premier pas, et essayons donc au fur et à mesure d'améliorer le processus, la mise en œuvre, et notamment moi c'est sur quoi j'essaie de travailler, sur l'idée d'essayer d'inclure, comme disait Alain, les services écosystémiques dans le principe d'équivalence, de sorte à finalement sortir de cette vision qui est quand même assez restrictive, qui est déjà compliquée, mais qui est quand même restrictive par rapport à la globalité de ce qu'on appelle la biodiversité, et puis rentrer vers une sorte de solution qui serait donc finalement basée sur l'écologie, ce qui reste la problématique notamment dans les pays développés, mais tout en essayant d'inclure, pour des raisons d'acceptabilité sociale, pour des raisons d'éviter justement une perte nette, donc d'inclure cette notion de service écosystémique qui englobe notamment les sols, donc la biodiversité des sols. Autre question. Je sais pas, on va prendre les 2 questions du fond, puis après on viendra devant. On va enchaîner les 2 questions, comme ça, ce sera plus efficace. Bonsoir, merci. Fabien Quétier du cabinet d'ingénierie Biotop. Je voulais réagir sur le commentaire d'Aurélien sur ces questions des métriques. Je trouve intéressant cette démarche de vouloir étendre le champ couvert par la compensation et donc par la séquence éviter, réduire, compenser aux services écosystémiques. Ça me pose néanmoins question sur l'intérêt de cette extension pour résoudre finalement une des difficultés qui est une difficulté classique dans la construction d'indicateurs, entre notre capacité à effectivement mesurer ce qui va nous intéresser et ce qui va susciter d'intérêt et la préoccupation plus générale qu'on a en arrière-plan. Et donc mon inquiétude, elle vient du fait qu'aujourd'hui, on parle abondamment donc, des services écosystémiques, mais c'est quand même quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à mesurer, au même titre que la biodiversité d'ailleurs, mais on a cette chance avec la biodiversité, et notamment la biodiversité remarquable, d'avoir réussi à bâtir finalement un intérêt autour d'un certain nombre de caractéristiques, telle espèce, telle caractéristique de milieu, sur lesquelles on peut mettre un certain nombre d'acteurs d'accord autour de la table. Et donc je serais intéressé d'avoir le retour d'Aurélien et des autres sur finalement les risques éventuels à aller dans le sens de cette extension. Et si je puis me permettre, j'aurais aussi une question peut-être beaucoup plus précise et dirigée là à l'AFD. Donc, M. Ducastel nous a dit que l'AFD finançait des actions de conservation de la biodiversité, d'aires protégées, des programmes de conservation, etc. Donc, sur des financements thématiques, si je peux appeler ça comme ça, et que par ailleurs l'AFD a accompagné sur les aspects biodiversité des projets dans d'autres secteurs, infrastructures, je sais pas, eau, assainissement, des choses comme ça. Donc ma question c'est, est-ce que l'AFD a fait un bilan de la part de ces financements qui passent par le premier canal, donc de financement thématique, et la part qui finalement aboutit à des projets de conservation et de restauration via l'application de la séquence ERC dans les projets sectoriels qu'elle finance. Est-ce que cette analyse a été faite ou est-ce qu'elle sera faite ? Merci. Merci. On va prendre la question juste à côté. Oui, Bérangère Bozy, journaliste pour Agrapresse. En fait, j'ai une question par rapport comment financer la réorientation des pratiques agricoles. Parce que si on fait appel à des fonds publics, en général, on se retrouve avec une enveloppe fermée, en général de l'Europe. Par exemple, on va inciter les agriculteurs à se tourner vers l'agriculture biologique et on va se retrouver avec des agriculteurs qui vont s'engouffrer dans cette brèche pour obtenir des aides en faisant une conversion au bio. Évidemment, si on a trop d'agriculteurs qui se tournent vers ça, chacun il se retrouve avec une partie minuscule. Du coup, ça les incite pas toujours à se convertir au bio. Alors si d'un autre côté, on essaye plutôt de passer par des financements privés, on voit que le consommateur
il a conscience qu'il faut consommer différemment, mais il n'est pas prêt à payer plus pour ses produits. Du coup, est-ce qu'on n'est pas dans une impasse et quel mécanisme mettre en œuvre pour que vraiment l'agriculture puisse se tourner vers des pratiques plus agroécologiques? Alors, qui veut répondre à ces différentes questions? Tout d'abord, Aurélien Guingamp, sur le fait d'élargir et les risques que ça représente. Alors, sur la dernière question, c'est intéressant parce que nous, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui. Donc, on travaille sur les PSE, mais appliqués au contexte franco-français dans le domaine de la protection des points de captage. C'est assez particulier. On est face à un système qui est finalement très réglementé. Et l'idée, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que des actions en termes de changement de pratiques agricoles, mais qui peuvent très bien prendre la forme finalement aussi de restauration, de zones humides ou de trames vertébrées par exemple. En quoi est-ce que ces actions peuvent être conduites de manière complémentaire par rapport, notamment aux mesures agro-environnementales que vous avez évoquées. Parce que la situation dans laquelle on se trouve, c'est finalement qu'on a des MAE d'un côté qui ont des financements qui sont conséquents, mais des mesures agro-environnementales, qui ont des financements conséquents, mais qui sont assez restrictives à la fois dans les montants et en matière de contractualisation. On est plus face à un système de guichet unique avec des indemnisations qui sont fixes, quels que soient les surcoûts qui sont engendrés suite au changement de pratique. Et donc finalement, on a ces financements d'un côté, mais un mécanisme qui est quand même assez rigide. Et de l'autre, on se dit que potentiellement, un certain nombre de collectivités publiques notamment, pourraient être à même, dans certains cas, donc pas tous les cas, de cofinancer avec notamment les agences de l'eau, donc c'est un contexte très franco-français, un certain nombre de pratiques qui viendraient être complémentaires par rapport à ces pratiques de MAE, le tout pour financer finalement la transition écologique d'un certain nombre de parcelles agricoles au sein de bassins versants. Bon, donc ça c'était sur le sujet MAE et puis PSE. Sur le sujet des métriques et de la manière, des risques associés à l'inclusion des services écosystémiques, le risque principal que j'y vois, c'est finalement de remplacer l'un pour l'autre. C'est-à-dire que finalement, remettre à plat l'équivalence écologique et de partir uniquement sur un principe d'équivalence en termes de gains et de perte de services écosystémiques. Ce qui serait quand même vraiment problématique parce qu'on est quand même face à un mécanisme qui a pour intérêt de considérer la biodiversité pour elle-même, à l'instar d'un certain nombre d'autres mécanismes qui la considèrent à l'aune des services écosystémiques qu'elle est à même de produire. Donc le risque principal, de manière générale, pas dans le contexte franco-français, c'est quand même de passer plutôt sur le côté service et d'oublier finalement qu'on est sur un mécanisme qui est basé sur la biodiversité en tant que telle. Ensuite, sur la difficulté de la mesure, on est à un stade finalement de mesure des services écosystémiques qui est quand même très préliminaire. En matière d'évaluation biophysique, c'est quand même compliqué. En matière d'évaluation économique, Alain l'évoquait tout à l'heure, c'est particulièrement controversé. Il n'empêche que, à mon sens, je pense qu'on peut tout à fait essayer d'avancer sur la question sans forcément essayer d'introduire cette notion dans l'équivalence en elle-même, parce que ça pose un certain nombre de problèmes, mais en essayant de la prendre en compte, notamment dans la mise en œuvre des mesures compensatoires. Voilà. Merci. Christophe Ducassel, est-ce que vous voulez répondre à la question sur l'AFD? Oui, je veux bien, puis ça me donnera l'occasion de prolonger la réflexion sur la métrique. J'aime beaucoup le terme. Dans la mesure où j'en maîtrise pas complètement la teneur. Je crois que ce qu'il faut peut-être pour essayer de répondre à la question, c'est tout d'abord distinguer deux choses qui me semblent importantes. C'est ce qui concerne les diligences environnementales et sociales, qui sont des procédures qui s'appliquent à l'ensemble des projets, quels qu'ils soient, de l'AFD. Donc il y a un certain nombre de procédures en fait qui s'appliquent à tous les projets et qui se rapportent à un certain nombre de thématiques environnementales.
Donc ça, c'est une première chose qui porte sur l'ensemble des projets. Et puis plus spécifiquement sur ce qui concerne les projets que l'on pourrait considérer comme des projets biodiversité. C'est là où la métrique intervient. On s'est interrogé effectivement sur la question de la comptabilisation de ces projets biodiversité. Sachant que il est relativement facile de comptabiliser un projet d'appui à une aire protégée comme étant un projet de contribution à la biodiversité. Donc la question ne se posait que fort peu. Mais sur des projets qui, comme on a pu l'évoquer précédemment, avaient des impacts moins directs ou moins évidents en matière de biodiversité, par exemple tout ce qui tourne autour de la gestion durable des ressources naturelles, de la forêt plus particulièrement, mais il y en a d'autres, les projets d'assainissement, par exemple, qui eux aussi jouent un rôle non négligeable en matière de biodiversité. Comment comptabiliser ces projets et les faire rentrer dans une comptabilisation globale? Donc cet exercice a donné lieu à un débat sémantique relativement important avec nos ministères les plus directement impliqués, en particulier le ministère de l'Environnement, mais aussi un certain nombre d'acteurs extérieur à l'AFD, et finalement il a débouché sur une méthode de comptabilisation, et c'est le chiffre que je vous citais en référence tout à l'heure, là, des 150 ou 160 millions, qui sont finalement en fait une agrégation d'une somme de projets qui pour certains portent en totalité sur des thématiques de protection de la biodiversité, et donc d'aires protégées tout particulièrement, mais pour d'autres ne portent que partiellement sur des thématiques de biodiversité. Par exemple, tout ce qui tourne autour de la gestion des eaux usées, de la gestion des ressources naturelles, etc., etc. Alors, on va prendre une dernière série de questions devant... ça va être difficile, là. Alors, il y a déjà ces deux messieurs. Alors, je vais vous demander de faire court et dans les questions et dans les réponses. Ça va être très court. Stéphane Decam, secrétaire général du CIAN, qui est le Conseil français des investisseurs en Afrique. Je veux dire, je suis à la fois un peu frustré et un peu sur ma faim, parce qu'en fait, à la question qui doit financer la conservation de la nature, en fait, on ne sait pas qui doit financer. On a compris qu'il y avait un certain nombre de mécanismes, mais on ne sait pas qui doit financer. Ce n'est pas le client, ce que nous a expliqué M. Gilbert, ce n'est pas l'industriel, ce n'est pas la puissance publique, donc on ne sait pas. Et ce que disait M. Groutel m'a interpellé, parce que finalement, il est un peu pessimiste, mais il pose vraiment la question telle qu'elle est, c'est-à-dire que la pression démographique est telle, et en particulier dans les zones d'émergence, c'est-à-dire là où toutes les problématiques de métrique et tout ce qu'on a entendu ne sont pas forcément des choses très journalières. Hein. Je veux dire, il faut avoir vécu en Afrique pour savoir que tout ce qu'on dit là, on est quand même assez loin de la réalité au quotidien. Et donc, j'aimerais savoir qui doit financer. Parce qu'aujourd'hui, tous les mécanismes dont on a entendu tiennent plus ou moins la route avec une population de 6 milliards. Qu'est-ce que ça sera quand on sera 9 milliards si on n'a pas aujourd'hui les mécanismes? Alors, voilà, donc moi je suis un peu sur ma faim parce que je pensais que j'allais sortir de là en disant ça y est, j'ai vu qui allait financer, peut-être moi d'ailleurs. Oui, j'aurais bien aimé que vous ayez cette réponse aussi. Voilà, donc... et je crois qu'on aurait aimé tous pouvoir vous la donner. Dans les questions-réponses, je dois dire, et je remercie M. Carsanti et les autres intervenants qui ont donné des éléments de réponse par rapport à ça. Mais voilà, donc il y a une question de marque qui m'interpelle. Monsieur ? Moi, j'aurais une question qui serait très simple. En fait, c'est combien pèse la biodiversité? Bon, c'est une question très rapide. Je pense en même temps que ça m'a fait réfléchir. Enfin, la discussion m'a fait réfléchir à la genèse de la notion de biodiversité par Wilson, et en fait à l'idée que derrière la notion de biodiversité, il y a une notion d'ontologie. Et ça me paraît pas absurde de penser qu'effectivement, pour Wilson sous-entendait une ontologie derrière la notion de biodiversité, et que ce qui est mis en question à travers les mises en œuvre autour de la biodiversité est quelque part la mise en question de cette notion justement d'ontologie. Et du coup, effectivement, ce qu'on peut ressentir, c'est-à-dire un sentiment de désarroi vis-à-vis face à l'absence de maîtrise dans laquelle on se trouve par rapport à un processus évidemment extrêmement complexe, parce qu'il renvoie à toute une diversité, une multiplicité d'acteurs, d'interactions, etc., etc. Question suivante, il y en a une par là, je crois.
Oui, bonjour, Dominique Rojat de l'Agence française de développement. Bon, moi, en fait, c'est un peu la même question, donc je serai bref. On a eu beaucoup de choses, beaucoup de points de vue et beaucoup d'éléments qui incitent au pessimisme, c'est-à-dire Alain Carsanti nous a dit, bon, il n'y a plus d'illusions, si tant est qu'on en avait, hein. En tout cas, il n'y a plus d'illusions globales sur la capacité des économistes à répondre globalement à cette question, ça c'est vrai, mais localement, on peut aussi faire des choses, et les exemples que vous avez cités l'ont bien montré. Deuxième élément, on dit on a affaire à des biens publics globaux, donc finalement là aussi on peut rien faire. En tout cas, les individus ou les firmes ne peuvent rien faire. Et donc c'est une manière aussi de dire, en fait, on démissionne. Alors que localement, il y a aussi des exemples de choses qui marchent. Troisième élément, vous nous dites, bon, finalement c'est toujours celui qui fait le plus grand dumping écologique qui va gagner. Et on va creuser de plus en plus la dette financière et la dette environnementale. Donc, si on écoute tout ça, on dit finalement on peut rien faire. À côté de ça, une réflexion a invité l'AFD à faire quelque chose. Christophe a expliqué qu'on fait déjà beaucoup de choses et il y a effectivement des solutions locales qui fonctionnent. On travaille sur des taxes touristiques, sur des tarifications de l'eau, sur du financement local des aires protégées par des taxes sur les activités locales. Donc j'allais dire, autant globalement on peut être inquiet, préoccupé, autant localement il faut effectivement, comme l'a dit M. Groutel, valoriser ce qui marche et le promouvoir. Donc la question c'est, est-ce que l'addition de ce qui sera fait localement peut produire un changement global ? En gros, est-ce qu'on est sur un modèle île du Pacifique où on va tous descendre et puis avoir de l'eau jusqu'au menton ? Ou est-ce que finalement on peut croire, quel est votre avis là-dessus ? Est-ce qu'on peut croire que l'addition des initiatives locales intelligentes va pouvoir produire quelque chose de significatif ? Merci. Et dernière question. Oui, bonjour, Clément Villien du ministère de l'Agriculture. Je serai assez bref aussi, c'est juste simplement une demande de complément par rapport à ce qu'a dit Aurélien Guingamp tout à l'heure sur la mobilisation de financement de collectivités sur les bassins versants et lié à la question du changement de métrique de la compensation qui irait vers les services écosystémiques. Est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à la mobilisation aussi des financements du secteur privé, c'est-à-dire étendre le périmètre de la compensation, pas simplement de la restauration écologique, mais aussi au financement de pratiques agricoles plus vertueuses, étant donné aussi qu'on va vite avoir un problème de disponibilité de terres, surtout dans le contexte français et européen. Si on utilise des terres agricoles qui sont déjà sous pression pour compenser, donc on fait disparaître plus de terres agricoles qui ont aussi une valeur environnementale, est-ce que ça ne va pas rapidement poser un problème ? Donc il faut trouver une solution. Merci.